Bonjour, on est le 21 mars, enfin 24 mars, je m'excuse, 24 mars 2021. En ce mercredi 24 mars 2021, la journée s'annonce avec des températures haussières, c'est-à-dire qu'on approche les 20 degrés pour un 24 mars, alors qu'il y a à peine une semaine, nous étions toujours en hiver avec du froid, on avait du froid. Mais depuis hier, bon, les éclaircies commencent à apparaître, la température commence à remonter d'un certain cran. Et on peut dire que bon, on commence à apercevoir ce qui pourrait ressembler à un printemps. Je vous rappelle que les terres sont toujours humides du fait que bon, il a beaucoup plu ces derniers temps, mais hier, il a quand même fait des éclaircies. Il a fait très bon hier, très bon. Et la journée d'aujourd'hui est une continuation de celle d'hier, avec des températures qui continuent à remonter de fifrelin en fifrelin, et ça augure de bonnes choses pour la suite. Alors, je vais faire une vidéo qui va concerner toujours les condensateurs. Alors, je vous rappelle que le condensateur, le symbole, bon, tout le monde le connaît, enfin, ceux qui font de l'électronique le connaissent. Ceux qui sont néophytes ben, peuvent se rendre compte à quoi ressemble euh, un condensateur. Ces deux armatures conductrices métalliques, le métal étant conducteur, ces deux armatures métalliques qui sont rapprochées l'une de l'autre. Donc ça, c'est la première armature, et ça, c'est la seconde armature. Elles sont mises bout à bout, comme ceci. Voilà. Elles sont d'autant plus rapprochées que plus elles sont rapprochées, et plus, voilà, si je les rapproche comme ceci, voilà, plus c'est rapproché et plus le condensateur a une grande capacité. Parce que je vous rappelle que le condensateur, c'est epsilon fois, bien sûr, ça dépend d'un espace, un espace. Plus l'espace est petit, et plus le condensateur est grand. Et plus la surface des armatures euh, est petite, est grande, je m'excuse, est grande, et plus le condensateur est grand. Voilà. Et ça, c'est la permittivité voilà, qui est permittivité de l'air ou de comment on appelle ça, du vide, permittivité du vide, fois la permittivité du matériau isolant, ce qu'on appelle la constante diélectrique de l'isolant. Ici, on a un isolant. Entre le qu'on ne dessine jamais, voilà, on a un isolant. Donc ça veut dire que si vous chargez un condensateur, ben, on aura des charges. Supposons que je charge par des charges positives de ce côté-ci, ben, on aura des charges négatives de ce côté-là, et le courant ne passera jamais. On aura des charges qui vont apparaître par circulation de charges plus et moins des deux côtés, mais jamais elles vont traverser, si vous voulez. Si elles traversent, ça veut dire que le courant, ça veut dire que le condensateur n'est plus bon. Il est percé. Ouais, ça veut dire que les deux armatures sont en court-circuit. Alors sachez qu'il existe des condensateurs qui sont des condensateurs polarisés, c'est-à-dire qu'il faut raccorder au bon pôle. Hein. Il y a un pôle positif et un pôle négatif. On le voit avec une courbure, il y a une petite courbure comme ceci. C'est un condensateur qu'il faut respecter les polarités plus et moins. Alors vous remarquerez qu'ici, la formule du condensateur ressemble à s'y méprendre à la résistance. R égale ρ L sur S, où S est la surface, L est la longueur, ρ étant la résistivité du matériau, et on a la résistance. Donc vous voyez que ce soit le condensateur, qui s'exprime bien sûr en farad, mais le farad est une unité trop grande. On utilise des unités beaucoup plus petites, microfarad, millifarad, picofarad, etc. Euh, la résistance s'exprime en ohm, mais vous voyez que il y a une analogie, parce qu'il y a des paramètres géométriques qui sont la surface pour la capacité et la surface pour... Simplement ici, quand la surface augmente, ben, c'est bénéfique, ça augmente la valeur de la capacité à stocker. Il y a plus de surface de stockage, donc s'il y a plus de surface de stockage, bon, il va stocker beaucoup plus de charge. Par contre, pour la résistance, plus la surface est grande du conducteur, et plus les électrons seront passés.
Si la surface est grande, les électrons peuvent passer facilement au travers du conducteur, donc la résistance diminue si la surface est grande. Donc vous voyez que pour le condensateur, plus il y a de surface pour stocker des charges, et plus la capacité est grande, mais pour un conducteur électrique, la résistance sera d'autant plus petite que la section est grande. Voilà, c'est pas une... D'un côté c'est une section, c'est plus une section, pour la résistance c'est une section, alors que pour la condensateur on parle plus de surface. Mais tous les deux sont des paramètres géométriques. Alors là on parle encore d'un autre paramètre géométrique qui est la longueur du conducteur. Hein. Plus la longueur est grande et plus la résistance est grande. Et ici c'est pareil. Il y a un autre paramètre géométrique qui est l'espace entre les deux armatures. Et puis il y a un paramètre qui est dépendant du matériau. Ici c'est le ρ, c'est la résistivité. Et là, ça, c'est la permittivité du diélectrique, qui est comparé par rapport à celui de l'air. Donc on aura la permittivité absolue et relative. Voilà, donc on a un condensateur. Tout seul, il ne sert à rien, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est comme une résistance, toute seule, elle ne sert à rien. Si vous ne la câblez pas, avec un élément dans ses pourtours, si vous ne ramenez pas de l'énergie électrique, il ne sert à rien. Parce que il va faire en sorte d'utiliser l'énergie électrique pour la stocker. Et puis, une fois qu'on l'a stockée, elle permettra d'effectuer un certain travail. Parce que si on stocke l'énergie électrique, c'est pour faire travailler voilà, cette énergie. On ne stocke pas de l'énergie pour le plaisir. Hein. On stocke de l'énergie pour faire un travail. Donc si vous avez un condensateur, hein, vous mettez une résistance. Alors je viens de vous dire que ce circuit-là, il ne fera rien. Pourquoi il ne fera rien? Parce qu'il n'y a rien qui est connecté. Il n'y a rien qui est connecté. Alors je vais mettre un interrupteur. Je vais le câbler à la résistance. Que fait ce circuit-là? Il ne fait que rien, puisqu'il n'est pas câblé. Tant qu'il n'est pas câblé, il ne fera rien. Alors j'ai mis ce qu'on appelle un interrupteur simple. C'est un interrupteur simple. Interrupteur simple. Voilà. Là j'ai un condensateur avec une valeur en farad. Et là j'ai une résistance avec une valeur en ohm. Qu'est-ce qui fait ce circuit-là? Encore rien parce qu'il n'est pas encore câblé. Là je le mets à la masse. Et maintenant je vais chercher un générateur. Tension continue. Générateur de tension continue. C'est-à-dire qu'il va... Ici j'estime que c'est un générateur parfait, idéal. Bon, alors... j'ai la polarité du côté de la grande barre. Polarité positive du côté de la grande barre. Et polarité négative du côté de la petite barre. Et là, elle délivre une force électromotrice qui est une force électromotrice, on va dire, parfaite. Parfaite. Parce que U est égal à E moins R fois I. U est égal à E moins R fois I. Ça, c'est la résistance interne du générateur. Ce qui veut dire que si vous mettez un générateur, la force électromotrice n'est pas parfaite. Hein, puisqu'il y a une résistance interne. On a le temps. Et on a U. Et si je mets... Ça, c'est le temps t égale 0. J'alimente au temps t égale 0. Mais si vous alimentez, vous allez avoir voilà, une tension qui diminue comme ceci, due à la résistance interne.
Alors si je considère que la résistance interne n'existe pas, d'un point de vue idéal, j'idéalise, je suis en première approximation. En première approximation, je peux dire que la résistance est nulle. Voilà, j'ai pas de résistance interne, donc je la dessine pas sur le circuit. Donc maintenant, ce qui veut dire que j'ai une force électromotrice qui est parfaitement constante. Y égale, c'est une droite parallèle, c'est-à-dire parallèle à l'axe des temps. Et ça vaut, cette force électromotrice vaut E. Il n'y a plus de chute de tension due à la résistance interne. On a U égale E. Ça, c'est la première des choses. Donc, j'ai idéalisé le circuit en enlevant la résistance interne. Mais en vérité, il y a toujours une résistance interne. Hein. Quel que soit l'élément, il y a des éléments conducteurs, il y a des bornes, il y a tout ce qui s'ensuit. Il y a toujours une résistance interne au sein, ne fût-ce que les produits chimiques, il y a une résistance interne dans les produits chimiques, etc. etc. Donc, voilà, tout l'ensemble de toutes les résistances font qu'on a une résistance interne. Alors, je câble avec un circuit à résistance. Bon, le condensateur, il possède aussi, si vous connaissez voilà, le condensateur, il possède une résistance série, mais il possède aussi une self, bien sûr, qui est utilisée. Bon, le self, il faut l'avoir avec la fréquence, hein, voilà, avec l'effet de la fréquence. Mais le condensateur, c'est l'association d'un circuit RLC. Bon, le C parce que voilà, on a un condensateur lui-même. Et on a une résistance série, une résistance parallèle et une self. Une self aussi. Donc vous voyez qu'il y a quand même des résistances quand même. Hein. Résistance série, je ne dessine pas la self. Voilà, j'ai la résistance série, résistance parallèle, donc ça veut dire qu'il y a des résistances. Donc ça veut dire que le condensateur n'est pas parfait. N'est pas parfait. Il possède des éléments résistifs. Il possède des éléments résistifs. Alors quand vous faites ceci, qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est normal, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fermé l'interrupteur. Et là, quand vous fermez l'interrupteur, eh bien vous avez ceci, aux bornes du condensateur. Enfin, non, je m'excuse. Vous avez la force électromotrice, mais comme il y a la résistance, je m'excuse, je me suis trompé. Comme il y a la résistance, il y a aux bornes du condensateur, il y aura une charge, comme ceci. Voilà. On aura une charge. On aura une évolution de U de T. U de T, c'est une loi exponentielle, donc c'est pas linéaire. Hein. Bien que la résistance est une loi linéaire, j'ai pris une résistance linéaire parce qu'il existe des résistances non linéaires. Ah, ici, le condensateur n'est pas linéaire d'office, hein, parce que c'est une loi exponentielle qui est décrite par E, E étant la force électromotrice engendrée par le générateur, E moins T sur tau. Alors, ça, il faut savoir quelque chose. Quand vous utilisez un circuit de charge, bon, je ne vais pas mettre un courant, parce que bon, il n'y a pas de courant là-dedans. Hein. C'est des charges qui vont s'accumuler. Voilà. Sur l'armature, sur une des armatures, on aura de plus, et sur l'autre armature, on aura du moins. Bon, les condensateurs, vous pouvez, tant qu'il n'est pas, électrochimique ou chimique ou polarisé, parce que le polarisé, il faut respecter les polarités, eh bien, si vous avez un condensateur, par exemple, au mica ou autre chose, vous pouvez on va dire, interchanger les bornes. Hein. Voilà, vous pouvez l'inverser. Hein. Vous pouvez l'inverser, je peux le retourner. Sans aucun souci, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'est pas polarisé, hein. Il n'y a pas de polarité à ça. Les charges viendront, soit sur les charges positives viendront soit sur l'armature qui est au-dessus ou en bas, peu importe, ça dépend comment vous avez câblé le condensateur, s'il est à l'endroit ou à l'envers. C'est pas un problème ça. Par contre, s'il est polarisé, il faut respecter les polarités là. Plus c'est moins. Voilà. Donc, je vous ai dit qu'il y a des résistances. Donc, regardez bien qu'ici, normalement, le générateur, s'il n'est pas parfait, il y a une résistance interne. Si je câble une résistance, on a la résistance R, bien sûr, qui est une grande résistance par rapport à la résistance interne. On aura les résistances série et parallèle du condensateur. On aura la résistance de l'interrupteur, la résistance du fil, résistance des contacts de l'interrupteur. Et si vous êtes dans un circuit intégré, vous avez toutes les résistances de contact. Tout ce qui est en contact avec
voilà, le circuit du condensateur. C'est pour ça qu'un condensateur, si vous voulez le faire travailler pour le charger et pour le décharger, voilà, il va travailler en charge à décharge. Mettez la résistance le plus près possible du condensateur de charge et le plus près possible du condensateur de décharge pour éviter des résistances supplémentaires dues au circuit. Alors, plus il faudra, vous allez mettre voilà, la résistance éloignée, et plus il faudra tenir compte de, voilà, la longueur et les contacts. Les contacts, partout il y a de la résistance, hein. Soudure c'est une résistance, donc il y aura de nouvelles résistances qu'il faut intervenir. À chaque, si vous allez d'un point A à un point B, ben, de ce point A à un point B, il y aura des contacts, il y aura le cheminement, et tout ça constitue des résistances internes, des résistances, des résistances à tenir compte, en tenir en compte. Et plus, si moi, plus le contact est éloigné, plus il faudra tenir compte de la résistance, qui s'agrandit en fonction de la longueur. Et plus il y aura de contact. Donc, mettez les circuits RC à côté de leur utilisation. Hein. Faut pas voilà. Voilà. Alors, donc il y a toutes ces résistances. Il faut minimiser, bien sûr, toutes ces petites résistances. Résistance série, résistance. Ces résistances série, résistance parallèle, vous n'avez pas le choix. C'est la fabrication du condensateur qui fait ça. Hein. C'est la fabrication du condensateur qui fait ça. Alors, je vous rappelle que quelque chose de fondamental, c'est que qui connaît mieux que le composant quiconque, mais c'est l'entreprise de fabrication ou de construction de condensateurs. Donc, une société qui fabrique des composants s'érige en société donc de construction, de fabrication. Elle va fabriquer des composants électroniques, enfin des composants de toutes sortes, hein, peu importe, mais ici je parle je parle des condensateurs en particulier, des composants. Sachez que bon, c'est une société qui fabrique des composants, donc elle est constituée de de managers, d'agents d'entretien, des recruteurs. Des recruteurs, elle est composée d'ingénieurs, d'ouvriers, de comptables, de personnes qui font peut-être la cantine, qui s'occupent de cuisiniers pour la cantine. Bref, c'est une société comme une autre. Un fabricant de composants n'est une société comme une autre. Ah, une société comme une autre, on retrouve toutes sortes de personnel salarié au sein d'une entreprise. Dans les entreprises, le personnel salarié est varié, bien que on n'a pas que ceux qui fabriquent les composants. Pour ainsi dire, il y a toute une sphère derrière tout ça. Voire même que pour faire une société, il faut de l'argent. Généralement, c'est peut-être des sociétés anonymes avec administrateurs, etc., etc. Donc, vous voyez que, bon, il y a tout le panel de personnel. C'est pas parce que on parle de fabricants de composants qu'il n'y a pas des personnes qui vont intervenir pour le recrutement, qui n'interviendront pas dans la fabrication du composant. Donc, c'est une société, pour ainsi dire, personne physique et morale, euh, pour lesquels bon, il y a du personnel salarié, pour lesquels chacun est dédié à une tâche qui lui incombe. Bon, mais sachez que généralement on a un département donc de recherche et développement, R&D, recherche et développement, on a bon, on a une entité qui est la production. Bon, recherche et développement signifie qu'il faut faire de la recherche, mais ça ne suffit pas. Qu'il faut développer, ça ne suffit pas. Puisqu'en fait, il faut pouvoir faire des essais au travers des bancs d'essais. Et donc, étudier le composant en lui-même pour savoir, pour mieux le connaître, pour mieux le cibler, le constituer, le fabriquer, enfin, pour mieux le cibler, pour mieux on va dire, lui donner les caractéristiques voulues, pour mieux voir ses réponses à tous à toutes on va dire les réponses à toutes enfin, j'arrive plus à trouver le mot. Hein. On, on a un composant, on tente, on veut qu'il réponde à certaines caractéristiques, ben, on regarde sa réponse
euh, qu'il aura par rapport on va dire, des stimuli. On va lui faire des stimuli et on va regarder par rapport à ces stimuli caractéristiques voulus, ben, comment répond le composant. Et le condensateur n'est pas, je veux dire, étranger à tout ça parce qu'en fait, il va suivre les mêmes règles que la plupart des composants suivent. Bon, on a toujours un banc d'essai. Un banc d'essai, après le recherche et développement, on a des bancs d'essai. Bien sûr, on a la production, on a bien sûr le contrôle qualité, tralali, tralala, bon, contrôle qualité, etc. Il y a différents services dans une entreprise, bon, et ceux qui concourent, je veux dire, à la production réelle du composant, ben, c'est toute une panoplie de services. Hein. Et les services directs à la production, à la fabrication, et les services indirects. Hein, les services indirects, je pense comptable, recrutement, je pense entretien, je pense cuisinier, je pense tout ce qui est les emplois indirects à la production. La production, c'est d'office, bon, les ouvriers de production. Et les chaînes, bien sûr, de montage concourant à la fabrication du composant. Parce que, bon, il n'y a pas que des ouvriers, il y a aussi une chaîne de montage avec des automates programmables. Faut-il encore programmer les automates programmables? Ces automates sont programmés par du personnel adéquat, tralala, tralala. Bon, il y a du personnel direct et indirect à la production. Bon, ceci étant dit, donc les essais concourent à justement faire toutes les études préalables et nécessaires pour cibler le composant et qu'il réponde à des stimuli, bien sûr, préalablement voulus. Hein. Ces stimuli sont. On va regarder comment il va répondre à certains stimuli. Alors, les stimuli, bon, c'est. Quand vous choisissez un condensateur, ben, la plupart du temps, vous considérez votre choix par rapport à une tension pour laquelle vous avez utilisé le condensateur et bien sûr la capacité par rapport à une valeur en farad. Et bien sûr, vous pouvez. Il y a d'autres éléments, par exemple le type de condensateur, mica, si vous voulez du mica, si vous voulez voilà, à papier, à huile, etc., etc. Il y a toutes sortes de condensateurs. Voilà, donc il y a les types, etc. Mais il y a toute une panoplie de caractéristiques autres que celle-là. Il n'y a pas que celle-là. Bon, ça, c'est celles qui viennent directement en premier lieu, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, c'est à partir de là que le constructeur va mettre un maximum d'éléments dans des documents qui pourra sortir sous forme de datasheet pour pouvoir, bien sûr, servir en tant que document informatif les données concernant le composant. Ici, en l'occurrence, le condensateur. C'est-à-dire qu'ici, on va voir d'abord l'essai. L'essai va se faire à différentes températures, voilà, des taux d'humidité donnés. Voilà, ils vous fourniront toutes les courbes possibles et nécessaires pour des aléas environnementaux. Je prends par exemple un composant électronique, mais le composant électronique n'est pas la même chose si vous l'utilisez à des températures hivernales, telles que par exemple vous allez prendre comment est-ce qu'on appelle ça je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. Le pôle Nord, vous allez au pôle Nord, vous faites des montages électroniques dans le pôle Nord, ou dans certains pôles, pôle Sud, pôle Nord, en pleine période, je veux dire, hivernale, enfin de grand froid, ben vous allez voir que vous allez redescendre à moins 50 degrés, et que pas n'importe quel composant va. Il faut voir la réaction du composant à moins 50. Contrairement à ça, vous pouvez aller dans des zones désertiques, chaudes, et là, à ce moment-là, vous allez avoir 50 degrés au chaud, et vous allez monter des montages électroniques avec des condensateurs travaillant à des 50 degrés. Vous allez voir comment ça va se passer. C'est vrai qu'il y a toujours un refroidissement d'office, mais le problème c'est que bon, les composants sont établis à l'essai pour différentes températures environnementales, des taux d'humidité donnés, bien sûr des essais de tension. Hein, on va essayer de la tension. Hein, bien sûr, on va fournir une tension de claquage avec une tolérance donnée. Bon, tout ça c'est essayé. On va claquer des composants exprès pour voir jusqu'à où ils peuvent tenir, etc., etc. Bon, les laboratoires d'essais font tous les essais possibles et imaginables pour les mettre sous forme de documents informatifs, c'est-à-dire on va les ranger dans voilà, documents, on va dire,
C'est pas un bulletin, c'est pas un document, c'est un rapport, dans des rapports. On va les mettre dans des rapports qui, pour un condensateur donné, par exemple à huile ou mica, ou papier ou ce que vous voulez, ben, ce condensateur-là va répondre à des stimuli au niveau du laboratoire d'essai pour essayer de cibler, connaître le mieux possible le condensateur. Donc on va élaborer une large gamme de traitements, de stimuli pour faire en sorte que le condensateur soit connu le plus connu le plus à fond possible et qu'il soit, je veux dire, connu jusqu'à l'usage de différents types de signaux. Donc on va mettre différents usages de signaux et on va l'utiliser voilà, en haute fréquence, très haute fréquence, et on va regarder comment il va répondre en très haute fréquence, comment il répond en continu, etc. etc. Voilà. Alors ça c'est les essais, on fera des essais, et sur base d'essais, ben, on va sortir, pour les clients, on sortira, on sortira les datasheets qui seront accessibles pour les clients. Et là, vous avez les informations qu'on retrouve dans les rapports. Bon, quelqu'un qui va utiliser un condensateur ne va pas aller chercher un rapport complet de tous les condensateurs possibles et imaginables. Il en a pour voilà, une tonne d'informations. Hein. Lui, il n'a besoin que d'une feuille, c'est la feuille concernant le condensateur qu'il veut utiliser, ou plusieurs feuilles, parce qu'il peut utiliser plusieurs condensateurs dans un circuit électronique. Dans un circuit électronique, il a besoin peut-être de 3-4 condensateurs différents, de types différents, et de voltages différents, et de valeurs de capacité différentes. Voilà, donc il va aller chercher les informations relatives à ce condensateur. Il ne va pas aller chercher 10 000 feuilles pour 3 condensateurs qu'il va utiliser. Hein. Voilà, donc là, on va rechercher des datasheets, des feuilles, c'est des feuilles toutes prêtes à l'emploi où on a des informations concernant le condensateur. Et voilà, ça vous suffit pour voir si vous pouvez utiliser euh, le condensateur à des fins à certaines fins, certaines fonctions, mais aussi de manière qui respecte la non-dangerosité du fonctionnement du condensateur. Parce que s'il se passe quelque chose, n'allez pas dire que incriminer le constructeur ou le fabricant, c'est vous qui avez outrepassé les règles de, comment on appelle ça, de bienséance de l'usage du condensateur. Voilà, donc vous voyez que la démarche, comment est-elle? La démarche est que bon, on a un fabricant qui fabrique qui passe par un laboratoire d'essai qu'on appelle un benchmark, je crois. Voilà, on fait tous les essais possibles et imaginables, c'est-à-dire c'est le banc d'essai. Et à partir du banc d'essai, ben, on crée des rapports, et ces rapports, ben, on en fournit des datasheets, et là, à partir de là, le client peut lire des informations typiques telles que voltage, température, usage enfin, la réponse par rapport aux températures, par rapport à un courant donné, par rapport à une tension donnée, etc. Voilà, là, et tout est donné. Vous allez regarder un datasheet, vous allez regarder ce qui est indiqué, toutes les informations qui sont prises dans le datasheet. Elles sont nombreuses et variées. Alors maintenant, ça c'est pour le condensateur. Je vous disais que le condensateur, qui est là, donc il va subir des essais. Et il y a des datasheets qui vont permettre de donner les caractéristiques de ça. Et donc il y a une résistance série, il y a une résistance parallèle qui est reprise dans le... il y a même une self qui est reprise dans le... Comment on appelle ça, les datasheets. Les datasheets reprennent tout ça. Bon, maintenant vous allez me dire à quoi va servir le condensateur. Le condensateur va servir à différents essais, possibles et imaginables, à différentes fonctions électroniques, je m'excuse, différentes fonctions électroniques, dont je peux répertorier quand même avec le condensateur, suivant les signaux que vous allez avoir en continu ou en alternatif, on peut faire beaucoup de choses, hein, ou d'autres signaux, il n'y a pas que continu ou alternatif. Hein. Déjà, il y a une constante de temps, donc qui dit constante de temps dit temps, qui dit temps dit que je peux créer des délais, puisqu'il y a une constante de temps tôt, en fonction de RC, je peux créer un délai. Donc, si je peux créer un délai, ça peut me servir en tant que circuit à retard,
mais ça peut être utilisé comme il peut être utilisé en retard, mais il peut être utilisé aussi pour un circuit d'avance. On peut jouer avec les délais, hein, donc on peut utiliser en circuit de retard ou faire une avance. Alors, ça peut être utilisé pour le déparasitage. Déparasitage, donc déparasitage, en d'autres termes, c'est pour le filtrage. Filtrage, on pourra filtrer voilà, des harmoniques et ne garder que certaines harmoniques pour ne plus être embêté par, on va dire, des signaux parasites ou des signaux non nécessaires mais qui viennent perturber l'électronique en place. On peut l'utiliser pour les démarrages moteurs en créant un, comment on appelle ça, un décalage de 90 degrés, décalage moteur. On peut l'utiliser comme tout bonnement une tension continue, parce que bon, si je mets une tension continue sur un condensateur qui est chargé, ben, je peux utiliser cette charge-là à des bonnes fins de décharge. Donc j'ai une énergie électrique qui est stockée. Bon, je peux avoir un circuit de déstockage, un circuit utile pour lequel je vais déstocker cette charge et je vais l'utiliser comme tension. Cette tension-là va être utile pour un circuit de décharge. Voilà, donc une tension continue en tant que, par exemple, de décharge utile. Décharge du condensateur, bien sûr. C'est décharger le potentiel. Bon, je peux aussi faire des corrections, des corrections dans un circuit. Si le signal n'est pas ce qu'il faut, ben on peut corriger le circuit électronique, faire des corrections. Correction de signaux. Bon, qui dit correction de signaux, ça veut dire que je peux faire aussi de la mise en forme. Mise en forme de signaux. Voilà, je peux créer des signaux et donc, fatalement, si je peux en créer, je peux faire de la mise en forme. Hein, à partir de circuits à condensateur. Alors, comme je vous dis, tout dépend si vous êtes en continu ou en alternatif, mais ça on s'en fout. Je vous parle de l'usage du condensateur, qu'il soit en continu ou en alternatif ou vis-à-vis d'un autre signal, ben voilà, c'est tout ce qu'on peut faire avec. On peut faire aussi des resets. Faire un reset avec un condensateur. On peut faire, donc comme je vous l'ai dit, des créations, des mises en forme, mais qui dit mise en forme et correction de signaux dit aussi pouvoir créer des signaux. Créer des signaux, bien sûr associés à d'autres éléments que le condensateur, pas qu'avec l'élément condensateur seul. Hein. Voilà. Et je pourrais rajouter encore des trucs, hein. Bon, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux mettre je peux faire une source d'alimentation à courant constant. Courant constant, donc si je vais à une source à courant constant, j'utilise voilà, un circuit à condensateur. Alors je peux utiliser comme intégrateur, voire comme différenciateur, comme oscillateur. Il y a les oscillateurs sinusoïdaux et non sinusoïdaux. Hein. Bon, il n'y a pas que les oscillateurs sinusoïdaux, il y en a d'autres. Je peux l'utiliser en tant que dans les oscillateurs. Je peux l'utiliser dans les timers. Par exemple, le timer 555, 556. Je peux l'utiliser en tant que dans les pour créer pour créer des déphasages. Voilà, il va intervenir en circuit alternatif pour créer pourquoi pas des déphasages. Pour faire la correction du cosinus phi. Voilà. Il va être utilisé dans des circuits pour certaines formes de spécificité. Hein. Il y a des spécificités.
Par exemple, si je mets deux condensateurs en série électrochimique, bon, ça c'est pour une certaine spécificité. Il y a des spécificités bon, qui feront en sorte qu'on utilisera, par exemple, des condensateurs en série électrochimique. Voilà. Euh, correction du cosinus phi. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ouais, création de signaux, par exemple, création d'un signal triangulaire, par exemple. Voilà, j'ai déjà pas mal de choses. Le différenciateur, l'intégrateur, l'oscillateur, le timer, il est dans le timer, déphasage, correction du cosinus phi, euh, et ainsi de suite. Je vais mettre 3 petits points. 3 petits points. 3 petits points. J'ai mis 3 petits points parce que bon, on peut les voir partout. Voilà, par exemple, voilà, je viens de retrouver encore un exemple. C'est dans le doubleur de tension la tour. Doubleur de tension, par exemple la tour. Il y a plusieurs types de doubleurs, voire tripleurs de tension. Il y a le tripleur aussi de tension qu'on retrouve dans les télévisions, hein, tripleur de tension. Enfin, les anciennes télévisions, on avait le tripleur de tension. Voilà, il existe le doubleur de tension la tour, tripleur de tension, tralali, tralala, et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que il existe d'innombrables possibilités. Bien sûr, les condensateurs de découplage dans les circuits à transistors, condensateurs à découplage, comme on le retrouve dans les circuits à transistors, etc., etc. Donc là, vous avez déjà pas mal voilà, d'exemples. Hein. Donc, je vais répéter en fait délais, circuits à retard, circuits d'avance, voilà, des parasitages, des filtrages, voilà, euh, démarrage moteur, courant alternatif, bien sûr, courant alternatif monophasé, démarrage par condensateur, tel que l'on retrouve par exemple, vous voyez, dans les, comment on appelle ça, les machines à laver, certaines machines à laver, comment est-ce qu'on appelle ça, les bétonneuses, les petites bétonneuses, enfin, pour faire le ciment, je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle pour faire le ciment, il y a un petit moteur, il est lié à un engrenage, et voilà, ça fait tourner, je veux dire, la cuvelle tourne, et bon, ça mélange le ciment. Vous mettez du ciment avec de l'eau et du sable, une part de sable, voilà, vous faites un certaine part de sable, une certaine part de ciment, vous mélangez à de l'eau et vous faites tourner, vous malaxez correctement. Ça se fait via une bétonneuse, ce qu'on appelle une bétonneuse. Vous attendez bien un certain temps quand c'est bien mélangé, bon, quand il a bien travaillé, à ce moment-là, vous sortez le ciment et il est prêt à l'emploi. Il est prêt à l'emploi. Et si vous l'utilisez en hiver, vous devez mettre des produits spéciaux, bien sûr pour l'hiver. Hein. Voilà, si vous travaillez en hiver, bon, généralement les gens ne travaillent pas en hiver à l'extérieur, mais si vous pouvez travailler le ciment en hiver, en mettant voilà, des additifs. Des additifs. Voilà, il peut être utilisé comme reset pour un circuit électronique, comme création de signaux, source d'alimentation à courant constant, comme intégrateur, comme différenciateur, comme oscillateur, non sinusoïdal bien sûr, comme timer, en déphasage, voilà, en décharge utile, en correction de cosinus phi, voilà, en production d'énergie euh, réactive, production d'énergie réactive, et comme doubleur de tension, tel que le doubleur de tension la tour, le tripleur de tension, voilà, les condensateurs de découplage, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, il y a encore beaucoup de fonctions que le condensateur peut faire. Donc, autant dire que c'est un élément important. Si vous ouvrez n'importe quel circuit électronique, ben, il va de soi que vous trouverez de facto des condensateurs qui sont, ne fût-ce que dans l'alimentation, il y a un condensateur de filtrage. Un gros condensateur de filtrage, on le reconnaît facilement. Voilà, c'est un électrochimique, et là, bon, il n'est pas possible d'y échapper. Bon, et lui, il tombe, il a une proportion de panne quand même conséquente. Voilà. Et quand il claque, on n'a plus rien on n'a plus d'alimentation. Hein. Plus d'alimentation. Donc le téléviseur, si c'est un téléviseur, enfin, je parle des téléviseurs, les anciens téléviseurs, sur un tube cathodique, ben, on n'avait plus rien. On n'avait plus rien à l'écran.
écran, on va dire, voilà, on n'avait plus rien. Voilà, mais ça se voit aussi un condensateur électrochimique qui est bombé. C'était un condensateur qui était mauvais, ou parfois il avait complètement. Un condensateur, il peut sauter, hein, je veux dire, là, en ce moment, ça fait des dégâts, on le voit tout de suite, hein. Il y a des dégâts en électronique, il y a des dégâts apparents et des dégâts non apparents. Une panne on peut retrouver une panne par des dégâts apparents. C'est pour ça que certaines personnes peuvent dépanner sans avoir jamais fait d'études d'électronique. Ils voient, bon, qu'est-ce qui est brûlé, ben, ils remplacent ce qui est brûlé. Et il y a de fortes chances que si ce qui est brûlé, c'est les seuls éléments brûlés et qu'il n'y a rien de brûlé autour, ou qu'il n'y a pas un élément en court-circuit autour, mais il aura réparé une télévision sans rien connaître, hein. Parce qu'il remplace juste ce qu'il voit qui est brûlé, et quand il remplace les composants, ben, il dit oui, ça marche. Ça marche parce qu'il n'y a pas d'élément en court-circuit dans le pourtour, et parce que s'il y avait un élément en court-circuit dans le pourtour et qui aurait fait sauter brûler ces éléments-là, croyez-moi que s'il n'a pas remplacé l'élément en court-circuit, ça va ressauter, hein. Ça va ressauter, je veux dire, ça va être du pareil au même. Il aura beau remplacer tout ce qui est brûlé. À chaque fois, il fera la même procédure. Il va recommencer 50 000 fois la même procédure. Il ne remarquera pas, comme il n'a pas les connaissances, il ne remarquera pas qu'il y a un élément qui est en court-circuit, hein. Voilà. Euh, donc, mais maintenant, il y a de fortes chances que si il remplace les composants brûlés, ben, s'il n'y a rien en court-circuit dans le pourtour, ben, il aura réparé une télévision sans rien connaître au niveau de l'électronique. Il aura dit qu'il bon, il se sera pris pour comment est-ce qu'on appelle ça, un réparateur de télévision, parce qu'il avait affaire à lui à une panne visible. Mais toutes les pannes ne sont pas forcément visibles. Il y a même des pannes très difficiles, hein. Il y a des pannes faciles, moyennes, très difficiles et très compliquées. Parce que bon, il y a des pannes très très compliquées, hein. Voilà. Les pannes les plus faciles, c'est celles qui sortent du lot assez souvent. C'est celles qui sont visibles, qui sortent du lot, hein. Pour un réparateur de télévision, s'il a réparé 10 fois la même panne, ben, chaque fois il va avoir une panne caractéristique de la sorte, mais il sait bien c'est quoi la panne, hein. Il va directement aller sur le composant et il n'aura plus faire des tests, hein, ça d'office, hein. Bon, il y a la statistique qui va entrer en jeu, qui fera en sorte que qu'est-ce qui est en panne, ben, l'expérience, ce sera ça. Par expérience, il aura vu la panne, mais dès le moment où il n'a pas jamais vu cette panne-là, ça peut constituer, je veux dire, un petit souci pour le réparateur. Maintenant, si c'est un réparateur qui est dépendant, je veux dire, d'un patron et qui lui demande un certain temps de réparation, ben, s'il dépasse le délai de réparation, on dirait que la télévision est out. Mais maintenant, s'il a le temps de la réparer, mais il a le temps de réfléchir, après, à regarder tous les signaux tels qu'on on faisait dans les cours du soir. Ben, là, à ce moment-là, on ramenait une télévision, même que personne ne trouvait la panne. Et c'était un cas d'école, il fallait rechercher tous les signaux ou aller jusqu'à trouver la panne, même si c'était considéré comme panne difficile. Panne difficile parce que en, ça ressortait en dehors du lot, et donc si ça ressortait en dehors du lot, ben, il fallait rechercher euh, la source de la panne. Et alors, bon, vous savez que dans les sociétés de réparation, ils étaient liés bien sûr à un rendement. Si vous ne réparez pas tout de suite, il faut la mettre de côté tout de suite, la télévision, ou vous la réparez chez vous, mais ça m'étonnerait que des gens fassent ça. Ou alors on la tapait sur le côté, on mettait, voilà, les gens mettaient irréparable, hein. Hors service, irréparable, out, c'est fini. Mais en vérité, elle n'était pas out. Il y a toujours moyen de réparer quelque chose. Quoique maintenant, si c'est le tube cathodique qui tombe en panne, bon, c'est un élément qui coûtait cher, on ne va pas remplacer un nouveau tube cathodique sur une vieille TV. Le tout, c'était de voir, de récupérer, je veux dire, une TV qui pouvait provenir du même type, avec le même écran, et de reprendre un écran d'une télévision en panne qui n'était pas l'écran, et remettre cet écran-là, de ce tube cathodique-là, dans le téléviseur où là, on a une panne de tube cathodique, où tout fonctionne sauf le tube cathodique. Et ailleurs, c'est bon, on aurait un bon tube cathodique, mais une autre panne. Bon, maintenant, c'est à voir, hein, tout ça, c'est à gérer, hein. C'est une gestion. Comment faire pour gérer, je veux dire, gérer comment le flux d'entrée-sortie de matériel à réparer. Bon, ceci étant dit, ce que je voulais dire ici, donc vous avez des exemples comment on appelle ça, d'usage de condensateur. Je pourrais encore vous en donner plein, il y en a plein, il n'y a pas que ça. Je vais vous donner ceux qui venaient à première vue, ce qui m'a inspiré le plus. Mais sinon, maintenant, je peux chercher aussi, il y a d'autres, deux autres cas de figure, hein. Bon, alors je disais que, regardez bien ici,
je vais laisser tomber toutes les résistances parasites, tout ce qui est résistance interne du générateur. Je vais considérer que j'ai qu'une seule résistance ici dans le circuit, c'est celle-ci. Et donc, si vous avez que ça comme résistance, ben, on a la loi du condensateur qui est comme ceci. Voilà. Alors, 50% c'est ici. On dirait qu'un condensateur est chargé en fonction de ce qu'on appelle un taux. Ici, je vais mettre 63%. Après 63% de la force électromotrice, on est à 1 taux. Alors je rappelle que taux c'est RC, hein. C'est R fois C. C'est le R là, fois le C. Vous faites R fois C, vous avez la constante de temps. Et là, à une constante de temps, vous êtes chargé à 63% de la force électromotrice. Maintenant, pour être chargé, on va dire qu'on est chargé. C'est une loi exponentielle, elle ne sera jamais chargée, je vous le dis tout de suite. Parce que on est, si vous avez, elle va à l'infini cette exponentielle. Voilà. Elle va, on a une asymptote horizontale en U égale E, UT égale E. En UT égale 1, on a une asymptote horizontale qui est ici. L'asymptote horizontale, elle est là. Voilà. On ne touchera jamais ceci. Ouais. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut savoir se dire quand est-ce qu'elle est chargée. Eh bien, on dira que le circuit est chargé après, on va dire, 5 taux. Après 5 taux, on dit, bon là, bon, il est chargé. Le condensateur, il est chargé. Voilà. Après 5 taux, on dit, bon là, c'est la charge, il est chargé. On va pas dire que la charge est finie, hein, parce qu'elle est infinie cette charge-là. On va dire la charge, il est chargé. Le condensateur est chargé. Le condensateur est chargé. Après 5 taux. Mais en vérité, c'est pas vrai, parce qu'il faut l'infini. Mais il reste des fifrelins là-bas. Hein. Vous n'allez pas vous attendre l'infini, le temps égale temps l'infini. Vous n'allez pas aller le plus loin possible, alors qu'il reste que des cacahuètes. C'est le fifrelin. Hein. Vous dites que là, je suis arrivé presque à la force électromotrice E. Et vous voyez que c'est une loi exponentielle, hein, c'est pas une loi linéaire. Donc, ce qui veut dire qu'elle sera linéaire si vous êtes dans un fifrelin de, voilà, un delta T. Un delta T, bon, c'est normal, parce que toute courbe est linéaire, en vérité. Si vous faites un delta T, c'est normal. Les interpolations linéaires, c'est ça, hein, interpolation, pourquoi on fait des interpolations linéaires. Et plus cette interpolation, est, on va dire, est petite, plus vous avez des droites. Donc on sait tracer une droite avec une exponentielle. Si je la décompose en éléments petits, vous allez voir des segments de droite. Hein. Voilà, des segments de droite. Bon, mais ici, moi je considère sur 5 taux, bah, c'est une exponentielle. On a une exponentielle sur 5 taux. Voilà, et on a une asymptote horizontale qu'on n'atteindra jamais, bien sûr. Mais on dit qu'à 5 taux, le condensateur est chargé. Et taux, c'est RC. Bon, mais ce que je voulais dire ici, c'est que le taux, s'il est grand, si le taux est grand, ben, vous allez avoir une constante de temps grande. Voilà. Et à la limite, ben, je vais être sur l'axe des temps. Alors comment être sur l'axe des temps? Ben, il faut aller rechercher la loi. E égale moins T sur RC. Alors, U de T, vous savez que U de T est égal à E 1 moins E moins T sur taux. Alors le taux, il vaut RC. Alors maintenant, je vais faire tantôt vers très grand. Je vous ai dit que très grand, ben, on va se rapprocher de l'axe des temps. Alors, taux très grand, ça veut dire que je vais faire tantôt vers l'infini. Donc j'aurai E 1 moins E moins T sur l'infini est égal à E 1 moins quelque chose sur l'infini, ça fait 0. Et E sur 0, ça fait E 1 moins 1, ce qui fait E fois 0, ça fait 0. Donc, vous voyez que là, le U de t tend vers 0. Le U de t tend vers 0 quand taux tend vers l'infini. Quand taux tend vers l'infini, ben il devient tellement grand que U de t tend vers 0. Il tend vers 0.
J'ai écrit pas très bien. Je vais effacer ça. Alors c'est une tendance, il n'y a pas d'égalité ici, quelque part c'est une tendance. J'ai mis des égales, mais bon, en vérité ça tend vers 0. C'est des tendances. Ça veut dire que ici, si je prends une grande constante de temps, voilà, je prends un R grand ou un C grand, eh bien, plus je veux prendre R grand, un mégohm, un gigaohm, etc. Et le C grand, ben, qu'est-ce que c'est qu'un grand C? Ben, 10 exposant moins 9, c'est des nanofarads. Je peux prendre plus grand que des nanofarads, je peux prendre des microfarads. Mais je peux encore prendre plus grand que des microfarads, c'est des millifarads. Et je peux encore prendre plus grand que des millifarads, je peux prendre du farad. Mais le farad, c'est immense, hein, c'est une unité immense. Hein. Voilà. Donc, si je prends des gigaohms avec des farads ici, c'est immense. Hein. Voilà. Et si vous dessinez une courbe avec un RC qui vaut la quantité que je vous ai dit, ben, vous allez vous approcher voilà, de l'axe voilà, du temps. La constante de temps est tellement grande que voilà, ça va être ça. Ça va être ça. Et quand on va s'approcher de E, ben voilà, vous serez parallèle à l'axe des E. Voilà, vous serez parallèle à l'axe des E. Voilà, ce sera deux parallèles. Deux parallèles, voilà. Déjà, l'asymptote, on ne saura pas jamais l'atteindre, mais alors là, on a un grand écart qui va toujours rester. Hein. Voilà, maintenant, le cas contraire, c'est prendre RC petit. Et là, si vous avez RC petit, là, le RC petit, on s'approche de la force électromotrice. Et rappelez-vous, j'ai fait un essai avec un exercice avec un RC petit. Rappelez-vous, j'ai dû faire un zoom spécifique pour aller voir ce qui se passait. J'étais en microfarad, j'avais calculé le condensateur était en microfarad et la résistance était en kilo. Voilà, j'étais en microfarad, donc j'obtenais des millisecondes, microsecondes. Non, j'étais en nanofarad, je m'excuse, j'étais en nanofarad. Le RC, là, il était en nanofarad, et là, on était en kilo, ce qui veut dire qu'on avait la constante de temps faisait des microsecondes. Microsecondes, c'est même pas une seconde, c'est un micro. C'est un micro, c'est 10 moins 6 secondes. C'est un millionième de seconde. Donc si je mets une seconde ici, voilà, une seconde, c'est un millionième de ceci. Et rappelez-vous que j'ai fait un exercice comme ça, j'ai dû faire un zoom, on va dire particulier, pour essayer d'arriver à voir le décrochage au niveau de l'exponentielle. Et rappelez-vous que quand vous réduisez sur l'axe des temps, ben ça se réduit au niveau de l'axe des tensions. Donc pour aller voir le microseconde, il y a encore moyen d'y aller voir par des astuces. J'ai mis tout en millimètres. Et j'ai descendu 1000 fois plus petit que le millimètre, mais j'ai dû mettre le U en kilomètres. Et là, j'ai dû remonter, mais moins que si j'avais laissé, voilà. Parce que si vous descendez tout de 1 million, ben, si vous descendez pour aller voir le microseconde en millions, si vous voulez voir le décrochage ici, il faut tout remonter. Hein. Il faut tout remonter. Bon, c'est embêtant. Donc là, à ce moment, il faut user d'astuces pour diminuer 1000 fois plus petit que le millimètre. Là, c'est comme si j'avais du microseconde, et puis remonter, mais moins remonter que si je devais remonter, voilà, si j'avais fait un zoom de la même façon pour l'axe T des U. Voilà, j'ai usé d'artifice pour aller voir le décrochage. Voilà, alors pour avoir un accrochage sur la force électromotrice, pour avoir une fonction qui fait plus ou moins comme la force électromotrice, pour être comme ceci, il faut un RC très grand. Ben, on va regarder après ça. Donc je crée un RC très grand. Donc la loi c'est U de T. C'est toujours la même loi, hein, c'est une loi en charge, donc la charge c'est toujours la même chose. La loi au bord du condensateur U de T, je devrais même mettre UC de T pour dire que c'est le condensateur. C'est égal à la force électromotrice 1 moins E moins T sur taux égale RC. Maintenant, je prends un taux qui est égal à RC, qui est très petit. C'est-à-dire que RC tendant vers 0. Alors, si je fais tendre vers 0, j'aurai E
fois 1 moins E moins T sur 0. Alors, ça c'est E 1 moins E. Alors, T sur 0, c'est l'infini. Hein. Et E de moins l'infini, si vous regardez l'exponentielle, l'exponentielle fait ça. En moins l'infini, elle tend vers 0. Hein. Donc, ce qui veut dire que on aura E 1 moins 0. Eh bien, vous voyez qu'on a E. Quand est-ce qu'on a E? Mais si taux tend vers 0. Si taux égale RC égale 0. Bon, maintenant, regardez bien quelque chose. Ça veut dire que si la résistance est petite et le condensateur est petit, eh bien, ça veut dire que j'aurai la force électromotrice E. Alors, mais la résistance, il me la faut, d'office. J'ai besoin, je suis en train d'expliquer le condensateur, il faut bien qu'il soit existant. Hein. Donc, maintenant, pour un condensateur quelconque, pour un condensateur quelconque, existant, quelle que soit la valeur en farad de la capacité du condensateur, quel que soit C en farad, ou en microfarad, en picofarad, on s'en fout tout ça. Eh bien, pour avoir la force électromotrice comme ceci, eh bien, il faut que je bannis R. C'est-à-dire que je ne dois pas avoir de résistance. Dès le moment où vous n'avez pas de résistance, j'ai un circuit qui fait ceci, donc avec le générateur, je bannis la résistance, là, je mets plus de résistance, hein, j'en mets plus, je mets l'interrupteur, toutes les résistances de l'interrupteur, la résistance interne, tout ça c'est pris idéalement, je n'ai pas aucune résistance, hein. Voilà, j'ai pas de résistance série sur le condensateur, il est considéré comme idéal. J'ai pas de résistance parallèle sur le condensateur, il est considéré comme idéal. Donc, si tout est idéalisé, voilà, si tout est idéalisé, si je fais ce circuit-là, eh bien, ça veut dire que si vous mettez la force électromotrice E, eh bien ici, j'aurai la force électromotrice E, tout bonnement. Bien sûr, il faut fermer le circuit, hein, sinon vous n'aurez pas ça. Voilà, je ferme ici, eh bien, vous allez voir ça. Voilà, donc c'est normal parce que j'ai pas de résistance, la résistance tend vers 0, je dirais même que voilà, il n'y en a même pas. Elle tend vers 0, elle vaut 0. Donc ça veut dire que ce que vous avez récupéré au niveau du condensateur, ben, c'est toute la force électromotrice, voilà, la force électromotrice du générateur. Bon, alors sachant cela, maintenant je peux aller sur Electronic Workbench, c'est ça que je voulais arriver à ça. Je vous mets ici, bon, un générateur d'impulsion que j'ai été chercher bien sûr dans les générateurs d'impulsion qu'ils appellent clock, ils appellent ça clock. Bon, c'est ceci. J'ai pris ça, je l'ai mis là-bas. Voilà, j'ai pris ça. Bon, ce que j'ai pris aussi, bon, ça c'est l'oscilloscope, c'est un appareil de mesure. J'ai pris l'oscilloscope, il est là, il est en troisième position dans les instruments. Voilà. J'ai pris un interrupteur qui se trouve, c'est l'interrupteur ici. Voilà. J'ai pris bien sûr deux condensateurs, de même valeur, hein, un micro. Voilà. Et j'ai câblé tout ça. Bon, ça c'est un interrupteur, bien sûr, qui est un interrupteur qui va servir d'inversion. Quand il est utilisé avec deux interrupteurs, il peut servir d'inversion. Mais il peut servir à autre chose. Hein. Alors, vous prenez un interrupteur comme celui-ci, je mets un potentiel comme ceci, voilà. Je mets ce type d'interrupteur là, hop, hop, je mets ça comme ça, voilà. Je mets une lampe, voilà. Est-ce que l'interrupteur est ouvert? Ben non, parce qu'il n'y a pas de courant qui passe sur le circuit. Là, si le courant il passe ici, mais il va s'arrêter là. Alors, pour mettre en marche le circuit, à ce moment-là, vous devez faire câbler sur celui-là du bas. Là, je câble sur celui-là du bas, l'interrupteur. Là, le courant il s'est passé là. Donc la lampe s'allume. Mais maintenant, je peux l'arrêter en faisant ceci. Voilà. Mais s'il était comme ceci, je peux l'arrêter de l'autre côté. Il suffit que vous mettiez ceci. Maintenant, la lampe s'éteint. La lampe s'éteint. Alors vous voulez la rallumer, la lampe, mais si vous êtes du côté droite,
Vous allumez comme ceci, hein, vous remettez l'interrupteur comme il était, hop, la lampe s'allume, la lampe s'allume. Maintenant, vous êtes du côté gauche, pour l'allumer, s'il était comme ça, pour l'éteindre, vous remettez comme ça, là vous l'éteignez, vous éteignez la lampe, là maintenant la lampe est éteinte. Maintenant, je réappuie comme ceci, je mets en bas, voilà. Mais cette fois-ci, je mets ça comme ça. Bien sûr, en mettant en bas comme ça, vous avez allumé la lampe, hein. La lampe est allumée là. Maintenant, je vais éteindre de ce côté-là. Mais je mets comme ceci. Maintenant, la lampe s'éteint. Ça veut dire que vous pouvez éteindre ou fermer la lampe de deux endroits différents. Deux endroits différents, vous pouvez l'allumer. Soit vous êtes à gauche, vous pouvez l'allumer, l'éteindre. Vous êtes à droite, vous pouvez l'allumer, l'éteindre. Maintenant, s'il était éteint, vous pouvez l'allumer de la droite. S'il était allumé, vous pouvez l'allumer de la gauche. Donc vous pouvez l'éteindre, l'allumer d'où vous voulez. C'est ce qu'on appelle un inverseur. Et c'est cet interrupteur-là qui est utilisé en tant qu'inverseur. Mais il ne sert pas qu'à ça. Cet interrupteur-là, il peut servir à autre chose. Bon, s'il est utilisé seul, regardez, s'il est utilisé seul, je vais mettre une lampe. Là, je mets une lampe. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Je mets la masse. Là, je mets la masse. Voilà. Si je le mets comme ceci, c'est la lampe 2 qui s'allume. Mais si je le mets là-bas, c'est la lampe 1 qui s'allume. Et la lampe 2 s'éteint. Donc il peut être utilisé voilà, pour allumer, je veux dire, un circuit ou un autre. Utilisé seul, il peut être utilisé pour allumer un circuit ou un autre. Donc soit un circuit ou un autre. Et c'est ce que j'ai utilisé ici, cet interrupteur-là. Voilà, qui est là. Je peux utiliser l'interrupteur pour allumer, enfin pour ramener le signal du générateur du signal carré, vers les deux condensateurs, c'est-à-dire 1 microfarad et le deuxième 1 microfarad. Donc j'aurai deux condensateurs. Donc mise en position haut, il va alimenter les deux condensateurs. Mise en position bas, il va alimenter que le point 3, c'est-à-dire condensateur 1 de 1 microfarad en dessous du point 3. Vous voyez, il y a le nœud 2, nœud 3. Je peux faire un zoom. Hein. Je fais un zoom, il est marqué nœud 3, nœud 3. Bon, là, si vous mettez l'interrupteur vers le bas, vous allez alimenter que le condensateur là. Si vous mettez l'interrupteur vers le haut, vous allez alimenter les deux condensateurs. Donc, vers le haut, vous alimentez le point 2, donc les deux condensateurs. Si vous alimentez l'interrupteur vers le bas, vous allez alimenter le condensateur au point 3, relié au point 3, c'est-à-dire celui du bas. Bon, mais avant toute chose, je vais... l'interrupteur, il faudra appuyer sur la touche D. Hein, généralement, quand vous voyez ici, si vous marquez Space, il faudra appuyer sur l'espace, la touche d'espace, la grande touche d'espace que vous avez dans votre clavier. Mais moi, je vais utiliser la lettre D. Hein. Bon, c'est mon choix. Voilà, j'utilise la lettre D. Voilà. Et là, quand j'appuierai sur la lettre D, ça veut dire que je vais activer l'interrupteur. Donc, je vais activer l'interrupteur par l'entremise d'une touche de mon clavier, qui est la touche D ici, parce que j'ai choisi la touche D. Donc, on va dire, c'est customisable. Vous pouvez customiser, je veux dire, l'appui d'un bouton par rapport à l'action sur l'interrupteur. Un bouton de votre clavier. J'ai choisi, c'est la touche D. Bon. Alors, autre chose, le générateur, je l'ai mis à une fréquence de 1 Hz et une tension de 10 volts. Voilà. Et là, c'est un signal carré, bien sûr, c'est un signal carré, avec ce qu'on appelle le duty cycle. Duty cycle, c'est ce qu'on appelle le rapport cyclique. Bon, je l'ai mis à 50 parce que c'est un signal carré. Dès le moment où vous mettez 50, vous avez un signal carré. Alors, signal carré, rapport cyclique, il vaut, je vous rappelle que ça, c'est un signal carré. Alors pourquoi carré? Ça ne veut pas dire que vous avez un carré ici, ça n'a rien à voir, parce que je viens de mettre 10 volts. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça, le signal carré. D'ailleurs, il fait même pas ça. Il fait ça. Il fait 10 volts. Voilà.
Donc c'est un signal carré. Pourquoi carré? Mais justement, le carré, on en sous-entend un signal carré, c'est pas par rapport à la valeur maximale du carré, mais c'est par rapport au temps de conduction. C'est par rapport au temps de conduction. Alors, ici, vous avez un temps de conduction de T1. T1, et ça, c'est un temps de non-conduction T2. Voilà. Et la période, c'est T1 plus T2. T. Alors, si vous faites T1 sur T, c'est T1 sur T1 plus T2. T1, c'est le temps de conduction. T2, il ne conduit pas. Voilà. Mais T1 plus T2, si vous avez T1 égale T2, si on a T1 égale T2, on va voir quoi? On va voir T1 sur T1 égale T2, donc on aura 2T1. Donc le rapport vaudra 1,5. Le rapport cyclique à 1,5, c'est un signal carré. C'est ce que ça veut dire. On a le temps de conduction est égal au temps de non-conduction sur une période. C'est ça que ça veut dire. Bon, maintenant, si on est dans un signal négatif, ça veut dire qu'il sera positif. Le signal positif sera en conduction le même qu'en signal négatif. Bon, on peut avoir un rapport cyclique par rapport à un signal par rapport à 0, mais par rapport à un signal alternatif négatif aussi. Hein. Alternatif positif négatif. Donc ici, si je mets en pourcent, 1,5 c'est 50%. Et c'est pour ça que j'ai un signal carré voilà, en mettant voilà, 50. J'ai choisi un signal carré avec une tension de 10 volts, mais une fréquence de 1 cycle par seconde. 1 Hz, c'est 1 cycle par seconde. Voilà, et tout est relié à la masse. Hein, vous voyez, bon, il y a juste un petit truc que je n'ai pas besoin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Voilà, je l'enlève. Et je vais chercher bien sûr un oscilloscope. Bien sûr, 2 condensateurs et un oscilloscope que je vous ai dit, je vais chercher ici. Bon, alors la première des choses à constater, c'est si je prends l'oscilloscope, qui est ici, bon, je vais mesurer par rapport à la masse, donc je mets un fil suffit. Hein, je fais ça et je lance la simulation. Vous voyez qu'ici j'ai mis un temps par division de 0,05 secondes par division. Pourquoi je suis descendu bas? C'est pour voir juste le temps de montée. On n'a pas un signal parfait. Hein. On a un temps de montée, un temps de descente. Hein. C'est pas un signal parfait. Ils en tiennent compte ici sur Electronic Workbench. Maintenant, je vais le remettre en signal. J'augmente la base de temps. Là, je resimule. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un temps de montée, un temps de descente. C'est tout composant électronique fait ça, et c'est normal parce que on n'a pas, voilà, tout se fait pas à l'infini, hein, avec une pente raide. Hein. Il y a toujours une montée, une descente en électronique pour tous les composants. Voilà, c'est comme ça. Alors maintenant, vous voyez qu'il y a un temps de montée, un temps de descente. Vous avez vu que ça fait 10 volts. Hein. Au générateur, il me fournit 10 volts, mais c'est un signal créneau carré. Alors maintenant, je vais aller mesurer la tension, enfin, voir, visualiser la force électromotrice, enfin, la tension au point 2, voilà, et au point 3. Alors, je vais faire actionner l'interrupteur, voilà, voilà, je vais mettre le D, voilà, je fais descendre, j'appuie sur D, donc il est descendu en bas, et on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Alors, normalement, on doit avoir que une demi-tension. Pourquoi une demi-tension? Parce que vous voyez, on a le signal carré fait 10 volts. 10 volts, le signal va passer par le point 1 puis le point 3, mais il n'ira pas au point 2. Donc, mais le problème c'est que non, non, je m'excuse, on aura 10 volts. On va appliquer directement 10 volts sur le point 3. J'applique directement les 10 volts de l'alimentation sur le point 3. Je m'excuse. Hein. Donc voilà. Donc on va voir 10 volts. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a bien les 10 volts. Je suis à 5 volts par division. J'ai 2 divisions. Donc ce qui fait bien 10 volts. Voilà, je suis à 5 volts par division. Alors là, je suis au canal B, je crois. Oui.
Voilà, donc on a bien 5 volts. 5 volts au niveau du 3. Et normalement, le 2 est à 5 volts aussi. Hein. Il est à 5 volts aussi. En fait, le 3 et 2 sont à 5 volts, regardez. Ouais, parce que j'applique une tension de 5 volts sur le 3. Donc sur le 2, j'ai une écoute. C'est comme si on avait une écoute potentielle, elle est reliée à rien du tout. On a 5 volts. C'est pour ça que vous avez vu que, regardez, mais le problème, je ne sais pas lequel canal A, c'est le gauche. Ça, c'est le gauche. Voilà. Là, j'ai 5 volts. 5 volts pour les deux, hein, que ce soit pour le grand ou pour le petit. Hein. Ils font tous les deux 5 volts. C'est simplement, il y en a, il a 5 volts par division. Et l'autre, il a 5 volts par division. 50 volts par division. Oui, c'est ça, 50 volts par division. Donc c'est pour ça qu'il apparaît tout petit. Donc le canal gauche, il est relié aux deux. Le canal gauche, il est relié aux deux et c'est le petit. Ah, je peux, voilà, je vais vous montrer. Je l'ai mal pris. C'est pas grave. Donc vous voyez qu'ici, là, j'ai les 5, les 10 volts. 10 volts, ouais, c'est 10 volts. J'ai mis 10 volts. Les 10 volts passent par ici. Mais en mettant 10 volts ici, vous avez 10 volts là. Sachant qu'il est relié à rien du tout, hein, on a le 10 volts. Donc le canal gauche ici, il va mesurer à 10 volts, mais comme je l'ai mis à le canal gauche c'est celui-là, hein, voilà, je l'ai mis à 50 volts par division, là, 50 volts par division, 50 volts par division, ben, il apparaît tout petit là, c'est le petit qui est là. Il y a un petit, un petit, un petit, voilà, c'est celui-là. Il a 50 volts par division, mais ce qui veut dire qu'on a 10 volts. Hein. 50 volts par division. Oui. Là, on a 50 volts. Donc là, on a bien 10 volts. C'est un cinquième. Un cinquième, c'est juste. Donc voilà, on a bien 10 volts. Là, il a 10 volts, 10 volts, 10 volts. Mais c'est le canal gauche. Alors pourquoi on a ça? C'est parce que j'ai mis 10 volts là. Et comme on a 10 volts là, ben, on a 10 volts là. Voilà, on a 10 volts. Parce que il est connecté ici. Hein, voilà. De là à là, on mesure 10 volts. De là à là, on mesure 10 volts. Bon, maintenant, le canal droit, c'est celui-là, le canal droit, il mesure par rapport à... C'est les 10 volts de là, là. Hein. Voilà, il mesure les 10 volts de là, là. Ce qui est tout à fait normal. Vous ramenez 10 volts, ben, l'autre, il va se mettre à 10 volts aussi. Hein. Voilà. Et la masse, bien sûr, là, on a 10 volts par rapport à la masse. Par rapport à la masse. Voilà, et c'est ça qu'il y a dans cet exercice-là. C'est ce qu'il y a. Bon, maintenant, je remets, bien sûr, je vais remonter. Ça, c'est encore pire. 100 volts par division. 50. Voilà. Vous voyez que le petit qui est au canal, le petit c'est le canal, je vous ai dit, je ne me rappelle plus, le petit c'est le canal gauche, ouais c'est le canal gauche, et le canal gauche c'est le point 2, et que le potentiel, c'est le potentiel 2. Voilà. Je vais remettre au même nombre de divisions, 5 volts, 5 volts, et là ils sont confondus l'un avec l'autre. Voilà. Vous avez vu comment ça se passait pour, si j'avais mis l'interrupteur vers le bas. Maintenant, je vais remettre, j'appuie sur D, enfin, ici je vais stopper le... Voilà, j'appuie sur D. Voilà, j'appuie sur D. Et maintenant, je vais lancer la simulation. Voilà. Et là, regardez qu'est-ce que j'ai. Là, c'est plus le même. En lançant ça, qu'est-ce qui se passe? Mais sur le point 2, j'ai 10 volts. Et sur le point 3, j'ai 5 volts. C'est normal, c'est parce que c'est... Voilà, vous mettez 10 volts sur le point 2, vous avez un pont diviseur de tension.
capacitif, parce qu'on a on a un micro qui sont en série, donc ça fait, voilà, je peux vous donner, hein, ça c'est pas un problème. En série, c'est, là, en série, c'est euh, 1 sur C1 plus 1 sur C2 est égal à 1 sur C équivalent. C'est comme si on avait un condensateur seul qui s'appelle C équivalent. Donc C équivalent vaudra C1 fois C2 sur C1 plus C2. Ça vient de quoi? J'ai mis tout le même dénominateur, C1 fois C2. Voilà, c'est C2 plus C1 si je mets au même dénominateur, c'est-à-dire C1 plus C2 sur C1 fois C2, et c'est ce que j'ai là. Et bien sûr, non, là c'est 1 sur C équivalent. Voilà, j'ai dû faire l'inverse. Je vais chercher donc l'inverse, exposant moins 1, j'inverse le tout, j'ai le produit au-dessus, et voilà. Et donc quand vous avez ça, si vous faites la force électromotrice, vous ramenez au point 2 la force électromotrice, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, j'ai une tension tension au point 2, je crois. Tension au point 2, mais voilà. La tension, la tension au point 3 est égale à donc le rapport C2 fois C1 sur C1 plus C2 fois la tension au point 2. Or, la tension au point 2, j'ai mis 10 volts. Voilà, une impulsion de 10 volts. Signal carré d'impulsion, enfin un signal carré de 10 volts. Hein, je mets un signal de 10 volts en signal carré. Et là, comme on a les mêmes quantités, 1 microfarad, je crois, ou peu importe ce que j'ai mis, 1 micro, 1 plus 1, ça fait 2. Donc on aura 1 fois 1, peu importe l'unité, 1 sur 1 plus 1, ça fait 2. Donc on aura, quelles que soient les unités que vous aimez, un micro, pico, de toute façon, ils sont tous les deux le même. Donc ça va se simplifier, microfarad, ou picofarad. Ça se simplifie au niveau des unités. On a 1 demi fois 10, qui fait 50% de 10, ce qui fait 5 volts. C'est pour ça qu'on a 5 volts. C'est normal parce que j'ai utilisé des condensateurs de même valeur. Donc fatalement, on a la moitié de tension. C'est pour ça qu'on a d'un côté 10 volts et de l'autre côté, on a 5 volts. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous mettez l'interrupteur, vous avez instantanément la tension qui va se répercuter sur le condensateur. C'est ce que je vous avais dit au départ quand j'avais vu les condensateurs. Hein. Enfin, instantanément, bien sûr, en négligeant les résistances, comme j'avais dit, de séries parallèles, ces résistances des circuits voilà, du conducteur, de l'interrupteur. Je bannis toute forme de résistance, on va dire, qui pourrait venir créer un délai. Voilà. Si j'élimine toute résistance qui pourrait venir créer un délai, ben je crée ce qu'on appelle, vous dire, un condensateur idéal et un circuit idéal, parce que le circuit est idéal, parce que bon, s'il n'y a pas de résistance dans le conducteur, c'est un peu bizarre. Hein. Dans un conducteur, il y a toujours une résistance. Je le bannis exprès pour vous dire que ça se fait simultanément. Donc, quand l'alimentation va fournir, ben, il va recevoir et il va stocker directement. Voilà. Sans délai. Bon, sachant que je vous ai montré tout à l'heure que le générateur, lui, il a un temps de montée. Hein. Il ne se fait pas instantanément. Hein. Il n'est pas abrupt, il n'est pas brusque, il n'est pas perpendiculaire à l'axe. Hein. Il y a un temps de montée, un temps de descente. Parce qu'il il est pas. Je l'ai montré tout à l'heure. Hein. Je l'ai montré tout à l'heure. Donc, le condensateur va subir la loi du générateur. Le générateur, s'il a une pente, ben, le condensateur il aura une pente aussi. Hein. Je peux faire un zoom, vous allez voir la pente. Hein. Regardez. Là, voilà le signal au condensateur. On va avoir une répercussion. Euh, voilà, la pente elle est là, c'est la pente du générateur. Hein. Ça monte et ça descend, vous voyez, sur les côtés gauche et droite. Il y a un temps de montée, temps de descendre, mais c'est pas le condensateur qui fait ça, c'est le générateur. Parce que déjà lui-même il avait une pente. Voilà. Donc ça, je l'ai en le voyant sur la base de temps. Hein. Je modifie la base de temps.
Ça me permet de voir ça. Bon, il faut remettre bien sûr en simulation. Alors, la simulation, vous pouvez le lancer par l'interrupteur ou par Analysis, Activate. Vous pouvez faire un stop CTRL-T ou CTRL-G. Voilà, mais je crois qu'il y a encore un autre moyen de l'avoir. Vous pouvez faire une pause aussi, ben ça on s'en fout. Voilà, vous faire une pause comme vous pouvez faire une pause sur la droite. Par contre, on sait encore l'avoir. Je sais plus. Activate. Ça c'est un graphe. Bon, statistique analogue graphe, c'est un graphe. Hein. Je pourrais faire une impression, c'était un graphe sur un papier. Je peux faire un graphe sur un papier. Je peux sortir sur papier le résultat. En imprimant, vous voyez, je peux imprimer, je peux enregistrer le graphe. Je peux... oh. Bon, là, c'est parce que j'ai fait un... Oui, on peut faire... il met tous les paramètres et il vous met tous les paramètres et il vous met... Vous pouvez imprimer tout ça. Bon, ça m'intéresse pas ici. Voilà, donc ici, vous pouvez lancer à partir de Activate ou Pause. Mais vous avez l'interrupteur ici. Bon, l'idéal, c'est d'agir sur l'interrupteur ici. Hein. Vous agissez sur l'interrupteur et voilà. Voilà, je vous remercie.